Bonjour à tous et bienvenue. J'espère qu'il y a beaucoup de monde et que vous m'entendez bien. Bon, alors faisons comme si ça donnait le sentiment de parler tout seul, un joli écran, pourquoi pas. Donc, si vous êtes tous là et que vous m'entendez, en tout cas, il se passe des choses, on voit le support qui bouge très aimablement, et ben, je suis content de vous accueillir, même si je ne vous entends pas, si je ne vous lis pas, si je ne vous vois pas, pour vous proposer, dans le cadre du Crédit Digital 2022, de partager non pas un service, non pas un outil, mais un concept très simple, qui est celui du contrat de mandat de recherche de capitaux et du digital. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un contrat de mandat de recherche de capitaux et qu'est-ce qu'on peut faire de digital avec un contrat de mandat de recherche de capitaux? Une proposition extrêmement simple, visant à renforcer à la fois la qualité de service apporté aux clients et, bien entendu, la sécurité juridique. On peut faire le constat que la partie digitale, que les questions digitales appliquées aux activités de courtage en crédit sont essentiellement concentrées dans les parties techniques du courtage, dans l'analyse, dans les relations avec les banques, dans vraiment le cœur de l'activité d'intermédiation en opération de banque et en crédit. En réalité, on a probablement assez peu défriché la question du digital et du juridique, la question du digital et de la sécurité juridique. La proposition baptisée ici DigiContrat, et donc ces slides sont à votre disposition sur le site En droit avocat, dans la rubrique Actualité. Vous pouvez les télécharger si vous ne le faites pas à travers cet outil aujourd'hui. La proposition, c'est de renforcer donc la sécurité juridique du contrat de mandat de recherche de capitaux. Renforcer la sécurité juridique, la prendre en considération comment? Ce concept repose sur une idée assez simple qui est de découpler le contrat lui-même et son exécution et d'associer au contrat lui-même différentes étapes qui marquent des étapes clés dans l'exécution de ce contrat de mandat. Donc de dédoublonner, de diviser en deux le contrat lui-même et son exécution. Ça, c'est la première partie, d'avoir une sorte de chemin d'exécution, des étapes principales d'exécution du contrat de mandat de recherche de capitaux aux côtés du contrat de mandat lui-même. La deuxième idée, c'est de faire rentrer dans le jeu contractuel, ou en tout cas dans l'exécution et dans le suivi du contrat, un tiers de confiance, une personne étrangère à la relation courtier-client. Pourquoi? Parce que tout simplement, le client voit bien, et le droit l'exprime aussi d'ailleurs, que le contrat de mandat de recherche de capitaux, c'est un contrat qui est proposé par le courtier, piloté par le courtier, et que c'est le courtier qui a la main sur le contrat. Et donc l'idée de pouvoir, grâce à des outils informatiques, grâce à de la digitalisation, l'idée de pouvoir sortir le contrat un peu de la main du courtier ou de la supervision directe du courtier pour mettre cette supervision de l'exécution du contrat chez un tiers de confiance, à travers un outil informatique, à travers un outil digital, c'est de nature à rassurer le client sur le fait tout simplement que le contrat va suivre une exécution comme elle est informatique, comme elle est programmée, comme elle est cadrée, une exécution dans laquelle le courtier n'influe pas directement, dans laquelle le courtier ne peut pas faire de modifications. Donc, première idée, une série d'étapes clés qui marquent les phases centrales d'exécution du contrat de mandat de recherche de capitaux. Et deuxième idée, un processus d'exécution qui se déroule ailleurs que dans la seule relation directe entre le courtier et son client, et surtout ailleurs que dans les mains même du courtier. Le mandat de recherche de capitaux, aujourd'hui, ne fait pas de grand mystère, et en tout cas, s'il en fait encore, chacun a intérêt à y rentrer dans le détail parce qu'on est évidemment à la veille de la mise en place de la loi dite de réforme du courtage et donc d'un accroissement du contrôle, notamment de conformité sur les intermédiaires bancaires, sur les courtiers
principalement, puisque c'est eux qui vont être en situation d'adhérer, d'avoir l'obligation d'adhérer à une association professionnelle. Donc, le contrat de mandat de recherche de capitaux, aujourd'hui, sa philosophie et son fonctionnement sont plutôt bien cadrés. On voit que pour être conforme et complet, il doit avoir différentes volets, différentes parties. Une partie dite de présentation, fiche de présentation, document d'entrée en relation, on la baptise comme on veut, puisque la loi ne lui donne pas de nom, mais un support qui regroupe toutes les informations de présentation prévues pour les intermédiaires et pour les courtiers. Première partie du contrat, une annexe qui contient des informations qui concernent tous les clients de façon générique et identique. Quand je donne l'adresse de la CPR, puisque c'est une obligation, l'adresse postale, quand je donne les coordonnées du service de réclamation, ça concerne tous les clients. Il n'y a pas de différence entre tel ou tel client, ce sont des informations génériques. Et donc, voilà ce que concentre l'annexe de présentation. Donc, un document de présentation. Le contrat de mandat lui-même, qui va contenir les clauses contractuelles, les clauses essentielles du contrat de mandat de recherche de capitaux. J'ai forcément, troisièmement, un document ou une annexe qui va contenir la manière dont je collecte les informations auprès du client. C'est également l'endroit où j'administre le fameux processus, j'allais dire questionnaire, mais ce n'est pas forcément un questionnaire, le fameux processus qui me permet, en tant que courtier, de mesurer la connaissance et l'expérience du client en matière d'opération de crédit. Donc, j'ai forcément un document pour ça. C'est d'ailleurs en général dans ce document de collecte et d'analyse qu'aujourd'hui se situe l'effort de digitalisation et d'informatisation que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, j'ai forcément un quatrième volet qui est la fiche de conseil ou de recommandation, mais c'est une fiche de conseil juridiquement en crédit. 4 documents, présentation, contrat de mandat, une fiche de collecte et une fiche de conseil. 4 documents, dont 3 qui peuvent être chronologiquement totalement emboîtés. Les 3 premiers, je peux et je dois distribuer la fiche de présentation au premier contact. Je peux et je dois faire signer un contrat de mandat dès ou avant toute opération d'intermédiation. Je peux et je dois collecter, administrer le questionnaire de connaissance et d'expérience du crédit également avant de débuter toute activité d'intermédiation. En revanche, il est bien évident que la fiche de conseil, qui va me permettre également de valider et de préciser la rémunération de l'intermédiaire, de la sécuriser aussi, eh bien, cette fiche de conseil, par définition, je ne peux la produire que lorsque j'ai un crédit à conseiller, donc en fin de parcours. Voilà la structure d'un contrat de mandat de recherche de capitaux, quelles que soient les pratiques, quelles que soient les idées qu'on peut avoir sur l'organisation. Il n'y a pas beaucoup de manières d'échapper à cette structure-là. Dans le cadre de la digitalisation de ce concept, donc je répète, qui n'existe pas, c'est-à-dire qui ne correspond pas à un service matérialisé aujourd'hui et qui est proposé aujourd'hui pour éveiller votre intérêt ou vos critiques ou vos observations ou vos suggestions. Dans le cadre de la digitalisation de ce contrat, ça veut dire quoi digitaliser ce contrat de la façon dont on décrivait tout à l'heure? Simplement, donc, ça va consister à définir les étapes principales d'exécution du contrat. Par exemple, une étape essentielle est évidemment la mise à disposition du contrat et la signature par le client. Une étape essentielle peut être définie comme la remise des documents par le client, puisqu'on sait que cette remise de documents doit être tracée, qu'elle dispose d'un délai. Une étape essentielle va être évidemment le dépôt des différentes demandes faites par le courtier auprès des établissements de crédit. Une étape essentielle, toujours en déroulant le fil chronologique, va être bien entendu la proposition reçue par le courtier. La proposition reçue par le courtier est transmise au client. Nous avons une offre qui répond à votre attente, etc. Et puis, bien entendu, la validation, on peut imaginer aussi le rendez-vous dans une ou plusieurs agences bancaires. On peut imaginer aussi, bien entendu, la réitération de l'acte de vente chez un notaire, la fameuse signature chez le notaire, jusqu'à la mise à disposition des fonds, jusqu'à la fin, c'est-à-dire la fin juridiquement, et c'est quelque chose qui est souvent oublié, la fin du contrat, c'est sa résiliation. Le contrat s'arrête et on marque cet arrêt de façon nette, c'est-à-dire que le courtier n'est plus engagé
dans ce mouvement contractuel qu'il a enclenché en proposant le contrat de mandat de recherche de capitaux. Donc voilà différentes étapes. Je précise que ces étapes, chaque courtier pourrait les définir à sa manière, pourrait les définir dans leur nature, mais aussi dans leur volume. Un courtier pourrait dire, moi, je suis intéressé simplement par 2 ou 3 de ces étapes, les autres me paraissent trop risquées, trop délicates, quelle que soit la motivation. Et au contraire, d'autres pourraient imaginer avoir des étapes plus riches et plus complètes. Et on voit bien quelle mécanique de transparence et également de sécurité on met en place en décrivant ces étapes. À chacune de ces étapes, on imagine qu'il y a tout simplement une interaction avec le candidat à l'emprunt, avec le client du courtier, avec le courtier lui-même. Donc tout le monde reçoit un message en disant « Voilà l'étape à laquelle nous sommes arrivés, vous recevez un message. Ce message peut être émis par le tiers de confiance, montrant ainsi au client que le courtier est lui-même soumis au processus contractuel comme le client. Il n'a pas de privilège, il n'a pas de supériorité, il n'a pas de sournoise domination sur le contrat. Ce qui, là aussi, on voit bien, a une nature à mettre de la confiance, à introduire une relation d'équilibre. Et ça, c'est un vrai atout dans ce type de relation. Et donc, tout se déroule comme ça. Les différentes étapes sont identifiées, elles donnent lieu à des interactions, tout ça est validé, c'est-à-dire que le client, par exemple, enregistre ou accuse réception de chacune des étapes jusqu'à la fin du contrat. À la fin du contrat, du côté du travail du courtier, il n'y a pas de modification. Cette proposition est uniquement juridique, donc elle ne propose pas de révolution technique ou d'idées techniques particulières. Tout le travail technique est fait par les outils habituels que vous utilisez et qui sont présents au Crédit Digital et qui ont aujourd'hui une grande vélocité, beaucoup d'imagination et sont devenus des outils très précieux pour tous les courtiers et des outils qualitatifs aussi, il faut le dire. Donc ça, il n'y a pas de changement là-dessus. Et donc on arrive à la fin du contrat, le contrat est terminé et on récolte évidemment de façon naturelle une sorte de bilan d'exécution du contrat. On sait exactement quand il a commencé, à quelle date se sont passés les éléments clés, qui a validé les éléments clés, qui a fourni des informations à ce moment-là. Donc, on a un bilan d'exécution complet. Là, 2 cas de figure. Le contrat s'est bien passé, tout le monde est content, le courtier est content, le client est content et tout va bien. Il n'y a pas de besoin particulier. On a juste introduit de la confiance, une forme de sérénité sans doute supplémentaire. Et le courtier récolte, au fil des informations statistiques sur toutes ces étapes, la durée d'exécution de ces étapes, quelles sont les étapes bien réalisées, dans quel délai, etc. Donc, il y a toute une information statistique, toute une visibilité statistique pour le courtier sur l'exécution de ces contrats qui est assez intéressante, fondamentalement. Ça, c'est dans le cas où tout s'est bien terminé, ce qui est le cas dominant, évidemment, et celui qu'on souhaite. Et puis, il y a le cas où les choses se passent mal. Les choses se passent mal avec tout le degré de ce que peut représenter l'énervement avec un client, une réclamation, des discussions, un peu d'acidité, jusqu'à un procès, c'est-à-dire quelqu'un qui va au tribunal et qui dit le courtier n'a pas fait correctement son travail. On pense en particulier, on communique beaucoup sur ces situations qui malheureusement sont des situations critiques souvent, en cas de refus de prêt. En cas de refus de prêt, il faut bien entendre, bien comprendre que le courtier ne peut pas s'en sortir avec la traditionnelle argumentation « les banques sont libres d'accorder ou de refuser des crédits, je n'ai qu'une obligation de moyens ». Voilà. Tout ça ne fonctionne pas. Dès qu'il y a un refus de prêt, le courtier est dans l'obligation extrême de rendre compte de tous les actes qu'il a réalisés pour exécuter le contrat et de les prouver. Rendre compte des dates auxquelles il a déposé des dossiers, avec quelles caractéristiques de prêt, rendre compte des réponses qu'il a reçues des banques, rendre compte de l'information qu'il a donnée au client. En cas de difficulté d'exécution du contrat, en cas de contentieux, et particulièrement en cas de refus de prêt, qui est très illustratif simplement le refus de prêt de ces situations de contentieux, mais les situations de contentieux appellent toutes les mêmes besoins qui sont ceux qu'on est en train d'exposer là. Eh bien, le courtier a en général beaucoup de difficultés de preuve. Alors, pour peu que
le salarié soit parti, que la boîte mail ait été effacée, que le MIOP ne soit plus là. Enfin, on peut imaginer toutes les circonstances accidentelles qui aggravent la situation parce que la réclamation n'a pas lieu forcément dans la semaine ou l'heure qui suit le refus de prêt. Ça peut être aussi des clients qui ont des difficultés de remboursement de prêt et qui viennent pleurnicher 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après l'acte d'intermédiation. Ben là, voilà, c'est extrêmement précieux pour le coup d'avoir tout ce bilan d'exécution, d'avoir balisé l'exécution contractuelle, rentrer ce chemin dans un logiciel, dans un chemin informatique spécifique, de l'avoir digitalisé, et en l'oubliant tranquillement, comme le permettent ces outils. Donc, de numériser ce chemin d'exécution, on en dispose pour chaque contrat. Si on n'en a pas besoin, il est dans un coin et on peut en rendre compte. Et si on en a besoin, on peut le sortir à tout instant. Et voilà un outil qui vraiment serait extrêmement précieux dans pratiquement l'intégralité des contentieux qu'un courtier peut rencontrer. Voilà les principes du contrat de mandat de recherche de capitaux digital ou du digicontrat de mandat du courtier, qui illustre simplement pour terminer donc une grande caractéristique de l'approche de conformité qu'un courtier peut avoir et qui est celle qu'on propose de façon extrêmement active. La conformité, c'est dans l'esprit commun se dire que c'est binaire, c'est se dire je suis conforme à la loi et à la réglementation, je ne suis pas conforme à la loi et à la réglementation, on voit ça comme binaire. Qu'est-ce que c'est qu'être conforme? Eh bien, être conforme, c'est tout simplement respecter les obligations légales, réglementaires, juridiques, normatives, déontologiques, jurisprudentielles. Enfin, voilà, c'est respecter toute la famille des normes juridiques, c'est les appliquer. Ça, ce n'est pas une grande révolution. Mais qu'est-ce que c'est que appliquer et respecter toutes ces normes juridiques? Eh bien, c'est respecter et appliquer des normes juridiques qui sont foncièrement construites et conçues pour protéger le client, pour protéger le consommateur. Il n'y a pas une norme juridique qu'on connaisse les uns les autres qui soit imaginée par le législateur ou par quelqu'un d'autre ou par un juge pour protéger l'intermédiaire bancaire. Il n'y a pas une norme juridique qui soit imaginée pour protéger le courtier. Il n'y a pas un législateur qui se réveille le matin en se disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais imaginer comme règle juridique qui serait bien et qui serait adaptée pour protéger le courtier ?» Donc ça n'existe pas. La conformité, c'est respecter la protection des consommateurs, et la protection des consommateurs, c'est ce qui est le moteur de la production normative. Ce qui est intéressant quand on fait un travail de mise en conformité, aujourd'hui, on se penche sur ce que pourrait être le rehaussement, l'amélioration de la conformité juridique à travers l'idée de ce digicontrat. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en faisant ce travail de mise en conformité, donc de protection du consommateur, on peut aussi, parce que rien ne l'interdit et que le bon sens y pousse, on peut aussi se dire, finalement, ce serait pas mal de protéger aussi le courtier, puisque je me penche sur un instrument, puisque j'ouvre le capot, puisque je branche des câbles et que je serre des boulons. Pourquoi ne pas brancher des tuyaux et serrer des boulons qui visent à protéger le courtier? Donc ça, c'est le troisième niveau de conformité. Je suis conforme, adéquation, je ne suis pas conforme, inadéquation, mais je peux aussi viser l'optimisation de la conformité. L'optimisation de la conformité, c'est évidemment l'adéquation aux normes juridiques, mais qui ajoute une couche supplémentaire qui est celle de se dire, à cette occasion, comment je peux aussi protéger le courtier. On a vu par exemple des exemples concrets qu'on a déjà exposés et développés et qui fonctionnent très bien en matière de protection de la rémunération de l'intermédiaire qui peut commencer à devenir un sujet tellement les clients ont compris le petit jeu vicieux qui pouvait consister à faire travailler un courtier, à récupérer ses propositions et à s'en servir dans le dos du courtier, pensant éviter la rémunération. On sait que ça commence à devenir une difficulté. Et bien là aussi, l'exemple qu'on a donné aujourd'hui de digitalisation d'un contrat de mandat de recherche de capitaux, ce concept de digitalisation peut aider à protéger, par exemple, la rémunération du courtier, parce que là, c'est un bon exemple justement, la législation et la réglementation ne font rien
pour protéger les intérêts et la rémunération du courtier. On peut même dire au contraire que la législation a imaginé cette règle assez insidieuse et farfelue et assez exceptionnelle, consistant à décaler dans le temps la rémunération, l'honoraire du courtier en crédit, et ce décalage temporel expose évidemment au risque de perte de rémunération. Et ça, par exemple, des travaux de conformité peuvent parfaitement aider à sécuriser et à protéger cet aspect important de l'activité du courtier. On n'aime pas tellement se préoccuper des questions juridiques, elles sont arides, elles sont parfois complexes, pauvres en relations humaines. Le commerce est évidemment plus sympathique, mais bon, le commerce sans sécurité juridique, et il n'y a pas de grandes explications à donner pour comprendre que ça ne va pas très loin. Voilà les principes généraux du DigiContrat de mandat, aujourd'hui donc sous forme de, encore une fois, de concept, pas de service proposé, soumis à votre réflexion, soumis à votre curiosité, soumis à vos critiques, à vos observations. Et si parmi vous donc, se trouvent des gens intéressés ou convaincus ou ayant des idées supplémentaires, moi je suis tout à fait à disposition pour trouver, avec le support de ceux qui seraient en accueil de ce besoin et de cette proposition, pour trouver des idées pour en faire quelque chose de concret. Un grand merci de votre écoute. Je regarde s'il y a des questions, mais je n'en vois pas. Donc j'espère que tout ça a été audible pour vous et très clair. Ce sera certainement rediffusé, donc profitez des rediffusions. Et je suis à votre joyeuse disposition pour en discuter avec chacun d'entre vous quand vous le voulez. Très bonne journée, à bientôt.